Donc, c'est bon. OK, on va commencer. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Rafi, je suis le fondateur de Lift Session. Lift Session est un partenaire de LifeWorks Montreal ainsi que RBCI. Ce webinaire vous est apporté de RBCI. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très important et très, très populaire ces jours-ci. Le sommeil, le repos et la récupération en tant que comment mieux optimiser pour avoir un style de vie très performant. On a l'honneur d'avoir Étienne Fallu avec nous. Étienne est un thérapeute à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Donc, il va donner le webinaire. Il est l'expert. Moi, je vais modérer la séance. Donc, ce que ça veut dire, c'est que au fur et à mesure que vous avez des questions, s'il vous plaît, les entrez dans la petite. Il y a un petit tab qui s'appelle Q&A dans Zoom. Allez-y, entrez vos questions là. Et moi, je vais demander les questions à Étienne durant la séance. Et ça se peut que des fois, je le demande un peu plus en retard parce que c'est par rapport à une section qui va venir et ainsi de suite. Donc, Étienne, je vais te laisser t'introduire et c'est ça, on commence. Merci. Parfait, merci Rafi. Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Donc, je suis thérapeute du sport et thérapeute en réadaptation physique de formation également. Je travaille dans le domaine de la santé depuis un peu plus de 20 ans. Et bien sûr, avec la population avec laquelle je travaille, une population athlétique, les besoins énergétiques sont grands, mais les besoins en repos sont grands aussi. Donc, on nous pose souvent des questions sur les façons d'optimiser le repos et le sommeil. C'est ce qui fait en sorte que je suis en mesure aujourd'hui de vous partager un peu mes connaissances sur ce sujet-là. On va essayer de ne pas entrer dans des choses trop techniques pour plusieurs raisons. Je m'y connais bien en sommeil, mais je ne suis pas un expert, je ne suis pas un neurologue, je ne suis pas un expert strictement en sommeil. Mais aussi, je pense qu'on est surtout à la recherche de messages qu'on peut ramener à la maison puis essayer d'inclure à notre routine quotidienne, à notre train de vie quotidien pour essayer d'avoir des périodes de repos et de sommeil qui sont optimales et qui permettent à notre corps de se préparer à livrer des bonnes performances, que ce soit des performances physiques, cognitives, performances, peu importe la nature humaine. Donc, c'est ce qui fait que je me sens à l'aise de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui. On va espérer que personne, sans jeu de mots, ne s'endorme durant la présentation. Donc, j'espère que vous avez pu prendre une collation ou que vous mangez pendant qu'on fait la présentation. Justement, vous êtes peut-être en train de manger devant une présentation parce qu'on a un rythme de vie actif. Le monde nous exige beaucoup. On veut être performant. On veut être performant longtemps. On veut livrer la marchandise. Donc, le prix à payer pour être efficace quand vient le temps de livrer la marchandise, c'est de s'accorder les bons moments de repos. C'est tout simplement ce qui explique le besoin en sommeil et en période de repos. Et on va parler de repos global, ça inclut le sommeil, mais on va aussi faire une distinction entre sommeil et repos un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, comme je le disais, mode de vie actif, go, 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 tout le temps intense. Une expression bien québécoise qui parle du métro, boulot, dodo. On se lève, on s'en va au travail, on revient. Mais dans cette expression-là, j'aime le fait qu'un tiers de l'expression est accordé au sommeil, comme le devrait l'être un tiers de nos journées, un tiers de nos semaines, un tiers de notre vie. On recommande de dormir environ 8 heures par nuit, donc environ un tiers de notre temps. Et c'est ce que j'aime de cette expression-là. Ça représente bien l'importance du sommeil. Puis avant de commencer spécifiquement la présentation, j'aimerais que vous pensiez, vous allez comprendre plus tard pourquoi je vous demande ça, pensez à la dernière fois que vous avez fait un pique-nique. Okay? La dernière fois que vous avez participé ou organisé un pique-nique, puis on y revient un petit peu plus tard, vous allez comprendre. Donc, l'importance du sommeil, du repos et de la récupération. Il faut voir le repos comme une arme, comme une munition.
qui va nous servir quand on va aller livrer notre marchandise. J'allais dire livrer le combat, je ne veux pas y donner une connotation négative, mais c'est une arme qui va nous servir plus tard. Pourquoi le sommeil et le repos, la récupération sont-ils aussi importants? On a une belle liste ici. Renouveler l'énergie mentale. Pour ceux parmi vous qui ont l'habitude des fois d'amener du travail à la maison ou gérer les comptes, gérer les trucs qu'on a à faire parallèlement au travail, si on se met le nez là-dedans en soirée, à 10-11 heures, quand on est levé depuis 7 heures le matin, puis qu'on a livré la marchandise au travail toute la journée, bien, le niveau de concentration, le niveau d'énergie mentale ne sera pas nécessairement au rendez-vous pour être efficace. Donc, on veut la renouveler, on veut aussi éviter de tomber dans une fatigue mentale et dans l'épuisement. Il y a un effet de domino qui est possible avec ça, qui pourrait nous amener tout simplement de la fatigue mentale vers l'épuisement. Reconstruire et réparer les tissus musculaires. Pendant la nuit, le corps a pas... Pendant les périodes d'éveil de jour, l'énergie va ailleurs. Donc, pendant la nuit, le corps peut se concentrer à effectuer ces petites réparations-là sur les tissus musculaires ou tout autre tissu du corps. Même chose pour ce qui est de redonner la force aux structures articulaires, les ligaments, etc. Reconstituer les fluides et les réserves d'énergie. La portion de jeûne qu'on fait dans la nuit, où on n'a pas d'entrée alimentaire, permet au corps de venir stabiliser ce qui a été apporté durant le jour. Donc, cette période-là de jeûne permet de stabiliser tout ça. Ensuite, réduire le risque de blessure. Bien, ça nous ramène un peu à la réparation tissulaire dont on parlait il y a quelques secondes. Puis aussi, pour les gens qui sont plus actifs, les mauvaises périodes de sommeil pourraient avoir un effet sur le niveau d'alerte. Donc, de cause à effet pourrait augmenter le risque de blessure quand on est dans des activités sportives ou tout simplement parce que nos réflexes sont moins bons, notre temps de réaction est altéré. Donc, c'est un effet possible. Et éviter le surentraînement, encore une fois, je parlais de l'effet domino. Pour les gens qui sont très actifs, le parallèle peut se faire avec l'épuisement dont on parlait il y a quelques secondes. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je ne vais pas arriver aujourd'hui avec une recette qui est bonne pour tout le monde. Il n'y a pas un plan alimentaire qui est parfait pour tout le monde. Il n'y a pas un plan d'entraînement, de conditionnement physique qui est bon, qui peut s'appliquer à tout le monde. On est tous différents et on doit expérimenter, trouver ce qui fonctionne pour nous et adapter ces choses-là à notre réalité. Donc, on va y aller plus dans des conseils, plus tard un peu des trucs qui peuvent être essayés pour trouver la recette qui est la bonne pour nous. Okay? Vous avez peut-être déjà entendu l'expression qui dit qu'on ne peut pas utiliser les mêmes ingrédients à chaque fois puis espérer avoir un gâteau différent au bout de la recette. Donc, c'est important d'essayer différents ingrédients pour trouver la bonne recette. Donc, maintenant, sur les types de fatigue. Donc, on va voir l'impact du manque de sommeil, de repos et de récupération. La fatigue métabolique. J'en ai parlé tantôt, la période de la nuit, la période de sommeil prolongé permet de stabiliser les niveaux métaboliques. Donc, si on n'accorde pas suffisamment de temps, les réserves n'auront pas le temps de bien s'emmagasiner, de bien se placer dans notre corps et on peut accumuler de la fatigue métabolique de ce côté-là, c'est-à-dire que certains organes ou certaines fonctions ne seront pas optimisées parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se régénérer pleinement. La fatigue psychologique, j'en ai parlé aussi, c'est la fatigue un peu plus mentale. La motivation n'est pas là et la performance cognitive ne sera pas non plus au rendez-vous si les niveaux de fatigue sont trop élevés. Fatigue du système nerveux, en fait, c'est probablement la plus importante parce que le système nerveux gère tout le reste. Donc oui, ici on mentionne la fonction musculaire. Mais si on amène ça plus loin, bien, ça peut être la dextérité, le temps de réaction,
les réflexes, la motricité globale. Donc, au niveau musculaire, la fatigue du système nerveux peut avoir des conséquences à laquelle on ne réfléchit pas, mais qui sont d'une grande variété. Donc, comment le corps et l'esprit récupèrent? Comment ça fonctionne, cette récupération-là? Bien entendu, vous remarquez dans le tableau que le sommeil est écrit en gros. Ce que je dois dire d'entrée de jeu avant d'aller plus loin, c'est que si on fait bien un seul de ces éléments-là, ce n'est pas suffisant. Si on fait très bien 2 de ces éléments-là, c'est probablement pas suffisant non plus. Il ne faut pas négliger complètement aucun des éléments, sinon les autres, c'est un tout. Okay? Le sommeil demeure de loin l'élément le plus important dans le repos global. Il faut adresser idéalement chacun de ces points-là. Le sommeil, il faut voir le sommeil comme excusez-moi l'anglicisme, là, un reset du corps. Okay? Quand on a un problème avec Internet à la maison, on appelle notre distributeur, il nous dit déplier un trombone, puis enfoncer ça dans le petit bouton reset, là, puis attendez 15 secondes pour réallumer vos appareils ou 30 secondes. C'est presque le même système. Notre ordinateur central s'épuise au cours de la journée et à un moment donné, on a besoin d'un reset. Malheureusement, notre reset ne prend pas 15 à 30 secondes, il prend 6 à 8 heures pour être vraiment efficace. Les 2 effets principaux du sommeil sont celui sur le système nerveux et celui sur le reste du corps. Et celui sur le reste du corps, je le mentionne rapidement, mais en réalité, le reste du corps aurait ultimement pas nécessairement besoin de dormir. Les organes n'ont pas besoin de dormir. Par contre, les systèmes qui les gèrent, le système nerveux, lui, a besoin de dormir pour bien les gérer. Donc, c'est vraiment au niveau du repos du système nerveux qui rétablit le bon niveau de base, okay, le reset dont je vous parlais, pour remettre l'appareil en marche par la suite. Petite statistique intéressante, là, sans vouloir rentrer trop dans des chiffres, comme je le disais, le métabolisme de base du corps diminue de 10 à 30 % pendant les périodes de sommeil. Donc, beaucoup moins exigeant pour le système nerveux d'entretenir la fonction de tous les organes. Donc, tout le reste de la récupération peut avoir lieu. Donc, on va rétablir l'équilibre dans les centres neuronaux, donc les centres où le système nerveux prend son origine. Donc, les autres éléments de la récupération, activité à faible intensité, étirement et détente myofaciale, méditation, période de repos planifiée. On va regarder ces éléments-là un par un à tour de rôle. Donc, j'ai déjà parlé un peu du sommeil. Meilleur moment pour la récupération est maximiser la production d'hormones de croissance. Contrairement à ce que son nom pourrait nous laisser croire, les hormones de croissance ne servent pas seulement à la croissance, ils servent à la régénération des tissus, donc vont être importants dans la guérison, dans la récupération, dans la production tissulaire, si on a des blessures, bien sûr, mais aussi dans la guérison globale, mais aussi dans la croissance pour les jeunes. Le sommeil est important parce qu'il aide à la santé mentale, donc d'avoir une longue période où le cerveau, on utilise souvent l'expression « mettre le cerveau à off », mais oui, carrément, donner une bonne pause prolongée au cerveau. Et ensuite, améliorer l'équilibre hormonal et la régulation des calories. Et je fais une parenthèse. Les gens qui tentent de suivre un programme quelconque pour perte de poids, que ce soit via l'alimentation, via les programmes d'exercice ou idéalement les deux, mais qui négligent leurs habitudes de sommeil et de repos, vont avoir énormément de difficultés à atteindre leurs objectifs, voire même les atteindront peut-être pas s'ils négligent trop le sommeil, parce que ce retour à l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure, il y a besoin de la période de sommeil pour s'accomplir pleinement.
Donc, même dans les cas quand on cherche à perdre du poids, vraiment important de s'accorder les bonnes périodes de repos et de sommeil. Aide à la productivité et à la concentration. On en a parlé un petit peu. Réduit l'inflammation et renforce le système immunitaire. Encore une fois, les niveaux hormonaux vont se stabiliser pendant la période de la nuit. Donc, une période très importante pour l'absorption nutritionnelle des nutriments et la régulation des hormones. Optimise votre cycle circadien, plus particulièrement les états de somnolence et de vigilance au cours de la journée. Le rythme circadien, c'est la fréquence, la cadence et l'habitude du corps à traverser ces cycles de 24 heures. Si on veut le dire simplement, c'est ça. Le corps s'habitue à une période de luminosité, idéalement du soleil, mais une période de clarté, une période sombre, s'habitue à avoir des aliments à des périodes relativement régulières. Et le corps aime bien la routine. Donc, quand on voyage, par exemple, puis qu'on a un décalage horaire, on sait que les effets sur le rythme circadien, c'est ce qui produit les effets désagréables du décalage horaire. Donc, d'avoir des bonnes habitudes, des routines dans notre cycle de sommeil, d'alimentation et de repos va permettre au rythme circadien d'être optimal. Question, Rafi? Oui, une question. Par rapport au rythme circadien, donc, est-ce correct pour dire que c'est l'environnement a un effet direct sur la façon que on va bien dormir ou non et comment qu'on fait pour contrôler ça ou gérer ça? Parce que c'est quand même l'environnement. Donc, ouais. Je sais qu'on va en parler un peu plus tard sur la façon de contrôler, mais c'est quand même une question, donc je la posais. Oui, donc effectivement, le corps est un peu victime de l'environnement. Si je peux me permettre de réutiliser l'exemple du voyagement, oui. Si on voyage dans une destination qui a 6 heures d'écart, je prends 6 heures parce que, bon, souvent les gens vont en Europe, c'est environ 6 heures d'écart avec l'Est du Canada, on peut prévoir 6 jours d'avance comment on va s'adapter parce qu'on dit que le corps prend environ 1 jour par heure de décalage pour s'adapter. Okay. Selon si on voyage dans l'Est, vers l'Est ou vers l'Ouest, on peut essayer de se coucher 1 heure plus tôt chaque soir pour se mettre graduellement sur les habitudes de vie de la destination où on s'en va. Donc, avec les athlètes qui compétitionnent à l'étranger, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est sûr qu'1 heure de décalage, bon, ça va avoir un effet minime que le corps devrait pouvoir absorber en une journée environ. Mais pour les plus gros décalages, comme 6, 7, 8 heures des fois, ou même plus, il faut prévoir le coup d'avance et graduellement se mettre en mode de vie de l'heure de la destination où on va. Aussi, des choses aussi simples que porter des verres fumés ou, au contraire, exposer. Quand on arrive dans la destination, on recommande d'aller prendre une marche pour que le corps sache quelle est la luminosité actuelle à l'heure de notre destination. Donc, on va exposer la peau, les yeux. On va recommander de prendre une marche sans les verres fumés si on veut adapter notre corps à notre nouvelle destination. Alors que dans les jours qui précèdent, avant de quitter, s'il y a de la luminosité ici, mais qu'on veut vivre sur l'heure de notre destination, on essaie de porter les verres fumés pour couper les rayons du soleil, à notre corps pour lui faire croire peut-être qu'on est en mode nuit déjà. Je ne sais pas, Rafi, si c'est des trucs... Oui, non, c'est parfait. C'est parfait. Répondre, très intéressant, oui. Absolument. Merci. Super. Puis, tu sais, juste pour revenir sur l'environnement, c'est ça. Essayer d'adapter l'environnement comme on le peut pour favoriser le bon déroulement du rythme circadien. Donc, science du sommeil. OK? Donc, une partie peut-être un peu plus technique. Il y a 4 étapes dans le sommeil. En fait, une des étapes du sommeil, ironiquement, est le réveil. Il va y avoir des périodes de réveil fréquemment dans la nuit, 10 à 20 fois par nuit pour
pour les périodes de réveil normales. Et ça peut avoir un impact, bien sûr, sur la durée totale du sommeil si les périodes sont trop fréquentes ou trop longues. Puis je me permets de faire une parenthèse pour mentionner l'apnée du sommeil, quelque chose qui est de plus en plus reconnu et de mieux en mieux compris. Puis on se rend compte qu'avec l'apnée du sommeil, les réveils vont être beaucoup plus fréquents et ça va affecter le reste de la séquence des cycles du sommeil. Donc, si vous pensez être aux prises avec de l'apnée du sommeil, vos réveils sont très fréquents, vous vous réveillez en faisant un respire un peu paniqué, je vous conseille d'en discuter avec votre médecin ou de consulter une clinique du sommeil ou quelque chose comme ça parce que ça peut vraiment avoir une incidence positive, non seulement sur votre sommeil, mais parce que ça aura une incidence sur votre sommeil, ça aura une incidence sur le reste de vos activités pour lesquelles vous devez être bien reposé. Donc, l'apnée du sommeil à ne pas négliger. Sommeil léger, donc ça va aider à la mémoire et à l'apprentissage. Vous avez peut-être déjà entendu parler, à un moment donné, il y avait une mode, quand j'étais étudiant, d'enregistrer nos notes de cours de façon verbale et on mettait ça à l'époque dans nos Walkman et on faisait jouer ça en boucle en s'endormant parce que c'est une période où l'apprentissage et la mémoire se consolident. Donc, c'est précurseur du sommeil profond. Puis, on a un haut niveau de vigilance vis-à-vis de l'environnement, c'est-à-dire qu'on est en plein endormissement, mais pas encore pleinement endormi. Donc, ça se peut qu'on entende une porte fermée, quelqu'un qui parle, les bruits de la voiture qui passe dans la rue, des choses comme ça, mais ça reste une période de sommeil. Le sommeil profond lent, c'est une période de sommeil assez profond. On permet au corps de renforcer le système immunitaire et d'accélérer la récupération musculaire. 95% de la production quotidienne d'hormones va se produire durant cette période-là. Donc, c'est vraiment une phase du sommeil où, évidemment, on va être plus difficile à réveiller et où il y a beaucoup de choses qui se produisent malgré qu'on est pleinement endormi. Et l'autre étape, le sommeil rapide, le REM, okay? Le sommeil rapide par mouvement oculaire. C'est pendant cette période-là qu'il va y avoir une restauration optimale du cerveau. Okay? C'est les compétences, les choses qui sont apprises vont vraiment prendre forme, se cimenter et les souvenirs également, ça va devenir des souvenirs. C'est là que la consolidation de la rétention de l'apprentissage se produit dans le REM. Il y a à peu près 25% de notre nuit qui va se passer en période de REM, mais de façon cyclique, parce qu'un cycle comme ça, les 4 étapes que je viens de vous mentionner, ça dure de 90 à 120 minutes environ. On devrait faire environ 4 cycles dans notre nuit. La période de REM, c'est la période de rêve actif. Et c'est la période de rêve dont habituellement on se souvient. Il y a des rêves qui se produisent pendant la période de sommeil profond, là, mais en général, on ne se souvient pas de ces rêves-là. On se souvient habituellement des rêves qui sont déroulés pendant notre période de REM. Ça va être une période pendant laquelle il va être beaucoup plus difficile au corps de répondre à des stimuli. Donc, c'est un sommeil encore qui est profond. Ironiquement, on va souvent se réveiller le matin dans une période de REM. Et les muscles sont complètement relâché. Donc, l'effet de relâchement des muscles va permettre à la pression sanguine de diminuer un peu. Puis c'est une période pendant la fréquence cardiaque, pendant laquelle la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire vont varier. Ça va être irrégulier. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui dort, des fois, vous entendez des respires qui varient. J'imagine que vous ne prenez pas le pouls de la personne, mais peut-être qu'avec un appareil, on pourrait remarquer la variation de la fréquence cardiaque aussi. Qui deviennent irrégulières à ce moment-là. Et bien que les muscles soient en repos total, c'est une période pendant laquelle il va y avoir des sursauts, des mouvements irréguliers des muscles également. Pendant longtemps, c'était appelé le sommeil paradoxal. Paradoxal, pourquoi? Parce que c'est la période, comme je l'ai dit, pendant laquelle le corps est le plus au repos, les muscles sont totalement inertes. Par contre, dans le cerveau, ça fonctionne beaucoup. C'est pour ça qu'on appelle ça paradoxal. C'est un peu ironique que dans le cerveau, il se passe plein de choses, mais le reste du corps est au repos total. Les IRM
en temps réel du cerveau ont démontré énormément d'activité, presque égale à celle de l'état d'éveil pendant la période de REM. Donc, de là son appellation de sommeil paradoxal. Ce qui est important de comprendre dans ce cycle-là, c'est que si vous avez des mauvais cycles de sommeil, vous vous privez d'intégration, d'apprentissage, de consolidation de tout ce que vous avez accompli dans votre journée ou dans les jours qui ont précédé, parce que c'est là que les choses se consolident. Donc, très important d'accorder suffisamment de temps à votre période de sommeil, puis de trouver une façon d'optimiser les cycles. Comme je le disais, 4 à 5 cycles, chaque cycle dure environ 90 à 120 minutes. Ça varie d'une personne à l'autre, c'est pas identique pour tous. Et quand même assez fréquent de bouger, de se réveiller après un cycle. Les périodes de réveil qu'on a qui sont normales, dans lesquelles on va bouger un peu ou on va des fois regarder l'heure, se rendormir, vont souvent arriver entre les cycles. Maintenant, les facteurs qui affectent les cycles du sommeil, bien sûr, l'âge. Je vous invite en même temps à faire un peu la réflexion pour ceux parmi vous qui ont des enfants ou qui en côtoient ou qui ont des souvenirs de la gestion dont on fait du sommeil de nos enfants. C'est donc important qu'il y ait une bonne nuit de sommeil, qu'ils se couchent tôt, qu'ils fassent les siestes. Je trouve qu'on est très bon quand vient le temps de gérer le sommeil des autres. Des fois, quand c'est le temps de gérer le nôtre, on n'est pas aussi assidu. Donc, super important de s'inspirer de ça et de transposer ça à nous, des fois. Mais l'âge, bien, en vieillissant, on a tendance à avoir de moins en moins besoin de sommeil. En général, les exigences du corps sont moindres. Donc, pas rare de voir des personnes un peu plus âgées qui ont besoin de moins de sommeil. L'écart entre la précédente séance de sommeil, c'est quand même assez simple. Là. La durée d'éveil va avoir un effet sur la période pendant laquelle, sur la distance avec laquelle on a besoin de refaire une période de sommeil. L'horloge interne et l'heure de la journée. L'horloge interne, c'est très, très relié au cycle, au rythme circadien dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'heure de la journée, c'est difficile d'imposer le sommeil. Si je vous prends à 10h30 le matin et je vous dis « OK, tout le monde go, on fait une sieste. Allez dormir maintenant. » On ne peut pas vraiment s'imposer le sommeil. Certains seraient peut-être capables de tomber endormis assez facilement, mais ça ne devrait pas. On devrait tomber endormi aux heures régulières et pas sur commande. Médicaments, exercice, tabagisme, caféine, temps passé devant un écran, et puis je vais rajouter là-dedans l'alcool. OK? On sait que c'est tous des choses qui peuvent avoir un effet sur le sommeil. Le tabagisme, la nicotine est un stimulant, la caféine aussi. Le temps passé devant un écran, on va y revenir plus tard, mais extrêmement néfaste. L'exercice, c'est bon, mais quand est-ce qu'on le fait? Si on le fait juste avant d'aller au lit, on va stimuler le corps beaucoup trop. C'est pas un bon moment. Par contre, il faut en faire. Donc, quand est-ce qu'on le fait? C'est des facteurs qui vont affecter le sommeil. La température ambiante, la luminosité et les bruits ambiants. On va y revenir aussi, mais le corps refroidit un peu quand on tombe endormi. Donc, s'il fait trop chaud, ça va être plus difficile de s'endormir. Trop frais, c'est pas mieux non plus, mais on est mieux vers un petit peu plus frais qu'un petit peu plus chaud. Position de sommeil et confort du matelas. Le confort du matelas, choix personnel, propre à chacun. Il y a des théories qui tendent vers plus des matelas rigides, des matelas souples. Il y a des compagnies et des commerçants qui vont se faire plaisir de vous laisser essayer tous les matelas dans leur magasin, trouver ce qui vous convient. Sur les positions de sommeil, je me permets de dire que ça peut avoir des incidences sur des douleurs chroniques. OK, super important d'essayer d'éviter de dormir sur le ventre, parce que quand on dort sur le ventre, il faut quand même respirer, donc on va avoir la tête complètement en rotation d'un côté ou de l'autre. Vraiment pas bon pour les articulations cervicales. Aussi, sur le ventre, avec le bras élevé comme ça, le coude en l'air,
Pas très bon pour les épaules. On veut garder les coudes plus bas que les épaules pour ne pas mettre trop de stress sur l'articulation des épaules. Rafi, est-ce qu'on me voit en ce moment? Oui, on te voit. Oui, oui, vas-y. OK, donc quand je mime comme ça, les gens voient, merci. Oui, absolument, Donc, absolument. les coudes pas plus haut que l'épaule. Donc, si vous voulez dormir sur le côté avec le coude ici, ça va, mais pas plus haut que l'épaule, idéalement, pour ne pas mettre trop de stress sur l'épaule. La meilleure position de sommeil, c'est sur le dos. Il y a une multitude d'oreillers que vous pouvez utiliser, pas trop épais, pas trop plat, selon votre confort. Dormir sur le côté, c'est bien. On recommande un oreiller entre les genoux, mettre moins de stress sur les hanches et le bas du dos. Je pourrais vous parler juste de position de sommeil pendant 15 minutes, mais je pense que j'ai listé les points principaux. Est-ce qu'il y avait une question? Oui, est-ce que c'est fini pour ce slide? Parce que Oui. c'était quand même une question. Oui, parfait, c'est bien. Ce n'est pas la question. La question était par rapport aux siestes, puis peut-être je peux intervenir parce que nous, on a fait beaucoup de recherches en termes de siestes, particulièrement du côté fitness, avec l'application et ainsi de suite. Donc, la question était, c'est quoi l'effet d'une sieste versus une nuit de sommeil et tout ça? Donc, de tout ce qu'on a fait notre recherche et ainsi de suite, les siestes sont extrêmement importantes aussi si vous êtes capable d'en avoir le temps pour le faire. Maintenant, vous voyez de plus en plus beaucoup d'entreprises, particulièrement aux États-Unis, on commence à le voir, qui donnent du nap time, disons, aux employés qui peuvent aller faire une petite sieste. Les siestes d'habitude, 20, 25, 30 minutes sont les mieux. Et par rapport au cycle que Étienne mentionnait, c'est d'habitude, ça entre dans le cycle numéro 2, donc juste avant le sommeil profond. Et ce qu'une sieste permet de faire, c'est ça permet d'augmenter le niveau d'alerte de son alerte, puis il y aura un boost d'énergie. Donc, c'est primairement ça. Donc, on va être beaucoup plus en forme, et ainsi de suite. Et puis, c'est très important de ne pas trop dormir. Et voilà. Donc, si on dort trop, on commence à entrer dans le deep sleep, puis on n'aura pas le temps de compléter le cycle complet. Donc, ça n'aura pas les mêmes bénéfices qu'avant. Puis, un truc pour tout le monde, si vous voulez avoir une sieste rapide puis efficace, et c'est contraire à ce que les gens pensent, mais vous pouvez prendre du café juste avant la sieste parce que jusqu'à temps que vous digérez la caféine, ça va prendre du temps. Mais aussitôt que c'est digéré, ce qui va prendre à peu près 30 minutes, ça va permettre de vous réveiller, puis réveiller encore plus alerte. Donc, ça, c'est des trucs qu'on a vu, qu'on voit beaucoup dans l'industrie où les siestes sont très, très importants par rapport à son niveau de performance durant la journée. Donc, je ne sais pas, Étienne, si tu veux ajouter quelque chose à ça. J'ai pris la question et la Oui, réponse. C'est oui, juste oui, qu'on a non, fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis, j'adore tes éléments de réponse, puis je vais complémenter un peu si tu le permets. oui, Effectivement, les siestes dans le domaine de la performance sportive sont fréquentes et il faut savoir doser les siestes. Donc, c'est une autre chose qu'il faut apprendre à apprivoiser par essai et erreur, trouver ce qui fonctionne pour nous. Dans une sieste, il faut soit s'arrêter avant les 2 périodes de sommeil profond, comme Rafi le disait. Dans certains cas, si le temps le permet, si le besoin est là, on peut permettre de compléter un cycle. Donc, si on connaît nos cycles de sommeil, bien, on peut aller chercher le 120 minutes, puis au moins compléter un cycle pour ne pas briser un cycle de sommeil profond puis se réveiller en plein sommeil profond. Et plus important que ça encore, les siestes sont correctes. Par contre, il ne faut pas qu'ils aient un effet négatif sur la vraie nuit de sommeil. Okay? Donc, si vous faites une sieste, mais quand arrive l'heure du coucher, vous avez de la difficulté à vous endormir, bien, je pense qu'il faut prioriser la vraie nuit de sommeil et s'assurer de ne pas faire une sieste, par exemple, en début de soirée ou proche de la période à laquelle on va se coucher pour la nuit au complet. Peut-être que ça fonctionnera pour vous, mais je pense que les probabilités sont quand même meilleures de faire une sieste en milieu de journée, pas trop proche de la nuit. Puis il faut s'assurer qu'elle n'a pas un effet pervers sur la qualité de la nuit de sommeil. Je ne sais pas, Rafi, si... Parfait. C'est excellent. Merci, Étienne. Donc, un petit tableau qui nous donne l'exemple de ce qu'on vient d'expliquer avec les cycles. Tout simplement voir que ici, on l'appelle sommeil paradoxal. C'est la période de REM. Et ce qui est appelé sommeil lent ici, c'est la période de sommeil profond lent. Et on voit que, bon, sur une période
qui va de 23 heures à 7 heures. Donc, une nuit quand même assez typique. De 8 heures, on va avoir cette personne-là le temps de faire 4 cycles. Les périodes ne sont pas toujours de la même longueur, il y a de la variabilité, mais on va compléter à peu près 4 cycles avec nos périodes de REM qui vont venir constituer à peu près, peut-être dans l'exemple ici, un peu moins de 25 %, mais quand même une portion de notre nuit. Donc, comment améliorer votre sommeil? Donc, les appareils électroniques, okay, les tablettes, les téléphones, la télévision, les écrans, c'est des stimulants très intenses. Puis souvent, le soir, on a en plus tendance à écouter ça dans une pièce qui est mal éclairée. Donc, ça fait un stimulus qui est très concentré pour les yeux. Vraiment pas une bonne idée d'écouter la télé en soirée dans une pièce sombre juste avant d'aller se coucher. On peut écouter la télé jusqu'à environ une demi-heure avant d'aller au lit. On peut remplacer ensuite par une période de relaxation, de détente, lecture, etc. Évitez de fumer ou manger trop ou consommer de l'alcool, trop d'alcool avant de vous coucher. Quand on consomme de l'alcool en quantité considérable, on va avoir une période d'énergie, okay? Et ensuite, on va avoir un genre de crash. Et c'est souvent à ce moment-là que les gens vont se coucher. Et ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on néglige, c'est que un des effets de l'alcool, c'est qu'il y a une deuxième période où on a plus d'énergie. Et celle-là, si on s'est couché dans la période de crash, bien, elle vient stimuler le corps, puis affecte la qualité du sommeil. Donc, souvent, c'est sûr, si on a consommé de l'alcool, on se réveille, puis notre niveau d'énergie n'est pas très bon. Mais même si on a eu une durée de sommeil raisonnable, notre niveau d'énergie ne sera pas bon quand même, parce que la qualité de notre sommeil a été altérée par l'alcool qui avait été consommé avant. Essayez de conserver la lumière et le bruit ambiant au minimum, la lumière artificielle. Donc, bien sûr qu'une pièce sombre va être beaucoup plus propice au sommeil et pas trop de bruit aussi. Air frais, j'en parlais tantôt, température un petit peu plus froide pour permettre au corps de se refroidir un peu parce que c'est l'effet normal du corps qui dort. Essayez de se lever avec le lever du soleil pour optimiser le cycle circadien, c'est parfait. Je comprends que ce n'est pas propice au train-train quotidien de tout le monde. Par contre, il existe des choses comme ce qu'on appelle une sun lamp, une lampe solaire qui est disponible et puis qui peut vraiment nous aider à stimuler le corps lors du réveil pour lui donner la luminosité semblable au soleil. Essayez de cibler des nuits de 7 à 9 heures pour une récupération optimale selon la durée de nos cycles. Certaines personnes vont être capables de savoir que pour eux, 7 heures fonctionne mieux que 9 parce que 9 les amène au milieu d'un cycle de sommeil profond. Et monitorer le sommeil peut être une méthode super efficace pour apprendre à vous connaître. Parfait. Question, Étienne. Oui. L'effet du snooze, est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? On ne peut pas se réveiller le matin puis on pèse sur snooze. Ouais. Écoute, je souris parce que je suis coupable. Là. Je suis un snoozer moi-même. Si le snooze fonctionne pour vous, il n'y a pas vraiment d'effet réellement néfaste au snooze. Je pense que si ça fonctionne bien dans votre routine, parce qu'il y a les snooze planifiés, puis il y a les snooze... dans mon cas, le snooze est planifié. Je me réveille pour savoir qu'il me reste 10 minutes à passer au lit. Ensuite, je me lève. Ça fait partie de ma routine et pour moi, ça fonctionne. Si ce n'est pas planifié et que vous snoozez parce qu'à l'heure où vous aimeriez vous lever, vous n'êtes vraiment pas capable de vous lever, bien, soit que vous arrangez le cadran pour 10 minutes plus tard à l'heure à laquelle vous allez réellement vous lever et éviter parce que cette période de 10 minutes-là de sommeil supplémentaire, elle ne vous sert pas vraiment en réalité. Oui. Elle vous donne l'équivalence d'une sieste que vous faites. Donc, elle ne vous apporte pas rien. Vous n'allez pas retomber dans un sommeil profond. Vous n'allez pas faire de régénération. Autre que vous donner la satisfaction d'avoir passé 10 minutes de plus au lit, physiologiquement, elle ne vous amène rien. Donc, ce n'est pas vraiment pour ou contre les snooze. C'est est-ce que je m'impose ça ou non? Oui, puis je vais y ajouter et je vais introduire une autre question qui est reliée à ça, avec l'ajout. C'est que
Euh, avec le snooze, ça dépend dans quel cycle vous étiez aussi. Donc, si c'est le réveil, mais le snooze peut être très positif parce que ça permet juste de vous réveiller lentement. Puis, ce n'est pas un réveil brusque. Donc, quand vous êtes un snooze, vous recommencez, c'est un sommeil très, très léger, puis vous vous réveillez de cette façon-là. Donc, ça peut être très, très positif. Le problème avec le snooze, des fois, c'est que quand le snooze se fait quand on est dans un cycle qui n'est pas le réveil, mais qui est le cycle profond, ça devient plus difficile. Et donc, on vient de changer, on vient brusquement terminer un cycle qui n'était pas prêt à terminer. Donc, c'est pour ça, des fois, on se sent très mal après un snooze parce qu'on n'était pas prêt à se réveiller. Donc, la meilleure façon de... Et puis, chaque personne est différente. Donc, il faut vraiment savoir, et ton environnement, votre environnement est différent. Il faut vraiment savoir pourquoi certaines choses arrivent pour vous et pourquoi c'est arrivé de cette façon. Et la meilleure façon de faire ça, c'est du monitoring. C'est voir exactement comment votre état de sommeil était durant la soirée. Et puis l'une des questions, c'était comment faire pour faire le monitoring, comment faire pour faire la surveillance du sommeil. Et puis encore, de notre côté, parce qu'on fait beaucoup d'implantations puis de recherches en termes de différentes applications, différents appareils, outils qu'on a pour faire le monitoring du côté fitness, d'où le sommeil est très, très important pour bien performer. Les meilleurs appareils pour monitorer, c'est d'habitude comment on dit, les wearables, les portables. Les portables, un Fitbit, un Apple Watch, un Whoop, et ainsi de suite, parce qu'ils vont aller voir votre cycle de sommeil par rapport à votre rythme cardiaque aussi. Par rapport à l'heure, ainsi de suite, mais par rapport à votre rythme cardiaque et un peu de mouvement que vous avez. Tandis qu'il y a d'autres applications dans le marché qui sont plus côté mettez votre téléphone de votre côté, puis ça va essayer de surveiller ou de monitorer selon vos mouvements, s'ils ne sont pas aussi précis. Puis en plus, on ne veut pas que le téléphone soit aussi proche de nous quand on dort à cause des bruits et des sons et des lumières que ça fait. Donc, pour monitorer, les meilleures façons, c'est d'avoir un portable qui va aller chercher notre rythme cardiaque en même temps. Donc, ça, c'était l'une des questions qu'on avait. Je ne sais pas, Étienne, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Mais juste pour revenir à complémenter sur le snooze, je pense que ça dépend si c'est une nuit normale ou c'est une nuit où on s'est couché plus tard que d'habitude pour une raison XY. Et si ça fait partie de la routine, bien, probablement qu'on est déjà aligné avec nos cycles. Si pour une raison X, on s'est couché plus tôt ou plus tard, peut-être qu'on se réveille à la même heure que d'habitude, mais pas dans le même cycle que d'habitude. Donc, très, très pertinent ton point, Rafi. Ça, c'est vraiment le fun. Moi, je le fais moi-même. Tu peux vraiment aller chercher, tu te réveilles et tu vois dans quel cycle tu étais. Et puis, ça te permet de voir pourquoi tu ne te sentais pas bien ou pourquoi tu as plein d'énergie. Et donc, tu peux voir la cause après. Puis d'habitude, la cause, c'est parce qu'on est trop dormi, on a abusé de l'alcool ou quelque chose. C'est d'habitude ces raisons-là que ça arrive. Ou on est trop stressé. Ça aussi, ça peut arriver, qu'on est trop stressé. Puis, intéressant de combiner le monitoring avec le snooze. Oui, parfait. Donc, excellente question. Il nous reste à peu près 10 minutes, Étienne. Donc, pas de stress. Je veux que tu dors bien ce soir, mais... Je vais accélérer un peu parce que je vais avoir le temps de parler des autres étapes. Oui. L'activité à faible intensité, on en parlait tout à l'heure, donc l'importance d'avoir des périodes actives, mais sans intensité. C'est efficace pour augmenter la circulation sanguine, améliore les fonctions cardiovasculaires. On pense qu'il faut être au gym à faire des intervalles sur le vélo stationnaire pour avoir des effets cardiovasculaires. Oui, mais avec des marches fréquentes, une activité à basse intensité, on peut aussi avoir des gains sur les capacités cardiovasculaires. On va aller développer notre endurance musculaire, notre équilibre, peu importe les fonctions du corps qui sont travaillées. Si on fait l'activité à basse intensité, mais pendant suffisamment longtemps, on va quand même brûler des graisses et des calories. Et pour l'humeur, pour évacuer du stress, c'est super. Donc, aujourd'hui, vous vous êtes assis pour dîner devant votre ordinateur pour écouter la présentation. Demain, je vous dis pourquoi pas aller prendre une marche sur l'heure du dîner puis faire ça quelques fois par semaine, si ce n'est pas déjà le cas. Excellente stratégie de repos actif. Comment on commence? On trouve un moment de la journée qui fonctionne bien pour nous, une activité accessible qui ne demande pas beaucoup d'équipement, qui ne demande pas nécessairement d'inscription à quelque part puis de dépenser des sous. Et on y va
petit à petit, on développe les habitudes, on intègre ça à notre routine, c'est ça le plus important. Puis pourquoi pas le faire avec un collègue ou un petit groupe du travail qui vient un peu stimuler l'entrain à l'activité. Les étirements et le relâchement myofacial. Je vais expliquer rapidement. Les étirements, on étire les muscles. Les fascias, ce que ce sont des enveloppes, des parois entre les muscles qui sont connectées les unes entre elles, les unes avec les autres, et qui font des chaînes de toile dans tous nos segments. Donc, chaque muscle est connecté, chaque muscle est enveloppé, son enveloppe est connectée à l'enveloppe des muscles avoisinants. Puis ça fait des grandes chaînes de toile. Quand on défait de la viande, pour ceux parmi vous qui mangent de la viande, là, il y a une pellicule autour de notre viande, une petite couche fine qu'on peut tirer des fois. C'est ça, les fascias. Donc, les étirements musculaires et les étirements de fascia sont une des meilleures méthodes à intégrer dans notre routine en pré-endormissement. Donc, je conseille aux gens de faire ça dans les minutes qui précèdent leur coucher. Ça sécrète des endorphines, donc ça va favoriser l'endormissement. Et moins de tension tissulaire va causer aussi une pression sanguine moindre parce que les tissus bien tendus, rigides, viennent comprimer tous les petits vaisseaux sanguins en périphérie. Donc, si on relâche les muscles, on va pouvoir avoir un effet de détente musculaire, mais aussi avoir un avantage sur la pression artérielle. Et on va être un peu plus protégé des blessures tissulaires aussi. Donc, comment commencer? Moi, je recommande tout le temps. En passant, c'est le conseil que je donne le plus souvent à mes athlètes qui ont des problèmes de sommeil, parce que c'est facile, ils connaissent bien souvent déjà les étirements. Ils doivent déjà en faire, donc je leur recommande de choisir cette période-là pour en faire. Et on cible les gros groupes musculaires. Ça va être ça qui va être le plus efficace. Donc, les cuisses, les quadriceps, les ischio-jambiers derrière les cuisses, les mollets, c'est relativement facile à faire. Les muscles du dos, ça peut être les pectoraux, juste dans un coin de mur ou dans un cadre de porte, de venir étirer. L'idée, c'est de rien déchirer. OK? On y va gentiment, poliment avec nos muscles pour les mettre sous tension. On maintient pendant 20 à 30 secondes. On fait ça 3-4 fois chaque. Donc, c'est facile à faire. On peut faire ça n'importe quand, n'importe où. On essaie d'intégrer ça à notre routine de pré-dodo avant d'aller ou après être allé se brosser les dents, puis à la toilette, puis tout ça. Bien, on intègre ça dans notre routine. Ça prend quelques minutes et c'est hautement efficace. Méditation. Là, on voit la position en arrière-plan de la dame qui est sur un quai. Ça a l'air extrêmement spirituel et relaxant. Ça peut être ça. Peut-être que certains parmi vous font ce type de méditation-là. C'est bien, il existe des applications, des listes de musique ou même des listes de sons qui peuvent être utilisées pour faire de la méditation. Mais il faut un peu démystifier la méditation. Gardez en tête que méditer, en gros, ce que ça veut dire, c'est d'être présent dans le moment présent. Donc, on se coupe un peu du reste du monde et on fait quelque chose de ponctuel dans lequel on est pleinement conscient. Je vous dis ce que moi je fais. Moi, je joue de la guitare. J'ai un instrument de musique, je joue de la guitare. Jouer d'un instrument, il y en a pour qui ça va être faire de la peinture, faire des mandalas, du dessin. Ça peut être une période de relaxation dans une pièce sombre avec des exercices de respiration. Il ne faut pas penser méditation comme nécessairement une activité extrêmement spirituelle. Ça peut être, il y en a pour qui une marche en plein air, ça peut avoir l'effet d'une séance de méditation. Et donc, apprécier le moment, se couper un peu de tous les stimulus là, habituels, les stimuli du reste du monde, puis se concentrer sur quelque chose de tranquille, où on respire pleinement, on est conscient de l'activité qu'on fait, puis ça n'a pas besoin d'être long. Donc, on va avoir des effets super efficaces sur stress, anxiété, concentration, sommeil, puis c'est une belle connexion corps et esprit. Les repos planifiés et la périodisation. Périodisation, on peut en faire à une échelle micro ou macro. C'est-à-dire, dans votre journée, je vous parlais tout à l'heure d'aller
prendre une marche sur l'heure du dîner. Ça, c'est de la micro-gestion, okay, sur une période quotidienne ou des pauses fréquentes au travail. Et on tend vers le macro. Donc, je recommande souvent la règle du 3-3-3 ou à tous les... C'est sur une échelle un peu plus macro. À tous les 3 semaines, on se prend une soirée juste pour nous, exemple. À tous les 3 mois, on se prend une fin de semaine pour nous. Puis à tous les 3 ans, on fait un voyage, exemple. Mais selon votre période de travail, dans mon cas, les automnes sont extrêmement occupés. C'est comme un comptable dans la période des impôts. Donc, je sais que pendant cette période-là, je vais devoir mettre plus d'efforts à planifier mes périodes de repos par rapport à l'été où c'est plus tranquille dans mon domaine, où j'ai plus de facilité. Donc, ça demande un peu de gestion. Donc, il faut prévoir les micro-périodes, prévoir du temps dans votre emploi et profiter des hautes et basses périodes des exigences de votre travail. Quand on fait ça, moi, le premier, je me sens coupable de ne pas être au travail parce que je sais que j'aurais du travail en masse à faire, mais plutôt que de se sentir coupable, on devrait se sentir responsable de s'occuper de nous d'abord et de se mettre en premier plan. Hyper efficace pour la gestion du stress, permet une meilleure adaptation, meilleure vivacité d'esprit et l'équilibre hormonal, récupération musculaire. Puis je dirais l'équilibre global aussi, super important. Donc, on commence par où? On fait ça comment? Comme je vous le disais, un peu la règle du 3-3-3. Donc, avec le sommeil, c'est sûr que le sommeil, comme je l'ai expliqué, c'est le plus important des éléments du repos et de la récupération. Un impact plus important sur l'amélioration de tous les autres points, l'effet domino. On va utiliser une routine de coucher avec des rappels. Aussi, toujours se lever à la même heure, c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi. Être réaliste de notre emploi du temps et réaliste de nos objectifs. Se concentrer sur un élément additionnel à la fois. Si vous voulez être efficace avec des changements, il ne faut pas voir l'escalier, il faut voir la première marche de l'escalier. Quand on aura atteint la première marche, on fera la marche suivante, puis éventuellement, on va atteindre le haut de l'escalier. Donc, un élément à la fois sur lequel on travaille, on essaie de l'implanter. Si on a réussi à intégrer cet élément-là une dizaine de jours dans notre vie, on devrait l'avoir acquis pour le reste. Et s'embarquer dans des choses simples. C'est simple, mais ce n'est pas efficace, mais il faut viser des trucs simples pour vivre des succès plutôt que d'essayer de tout régler tout de suite puis trouver que c'est trop difficile et ne pas atteindre nos objectifs. Excusez-moi, je termine un peu rapidement parce que je vois le temps qui passe. Je veux juste terminer en disant que le repos, je vous rappelle que le repos est une arme et je vous ramène sur votre pique-nique rapidement. Le dernier pique-nique que vous avez fait, est-ce que c'était un succès? Si oui, c'est parce qu'il était bien préparé. Si vous avez décidé à la dernière minute de partir en pique-nique, vous avez mis dans un sac un sandwich, une bouteille d'eau, ce n'était pas un grand pique-nique. Donc, si vous y avez donné la préparation nécessaire, le résultat sera être efficace. Parfait. Merci, Étienne. Merci tout le monde pour avoir participé. C'est ça, on va envoyer un petit sondage à la toute fin. Donc, vous allez recevoir un courriel. Et dans le sondage, c'est très important. Si vous pouvez aussi mettre d'autres sujets dont vous êtes intéressés pour des webinaires, ça serait très, très apprécié pour les prochains épisodes. Donc, merci Étienne et merci tout le monde et bonne journée.